L'homme marchait le long d'une autoroute dans le désert de l'Arizona lorsqu'il remarqua une boîte jetée près de la route. C'était une boîte en plastique, enveloppée dans des sacs. Il a dû rester pensif un instant, mais la curiosité a pris le dessus et il est allé voir de quoi il s'agissait. Quand il l'a ouverte, il a trouvé une partie d'un corps humain, un corps humain ouvert. Il n'y avait pas d'organe dans ce morceau. Lorsque la police a commencé à enquêter sur cette découverte, elle n'avait encore aucune idée que cela était lié à la vie de quelqu'un qui, pendant des années, avait circulé librement sur des scènes, lors de fêtes, dans des clubs de luxe et des mariages millionnaires. Marcos Campos, soyez tous les bienvenus, vous le savez déjà, mais ça ne coûte rien de le rappeler. Chaque semaine, il y a des épisodes ici, les lundis, mercredis et vendredis. Alors activez la cloche pour ne rien manquer. Devenez membre si vous le pouvez. Laissez un like, un commentaire, même si ce n'est qu'un emoji. Les informations étant données, passons aux faits. Marjorie Ann Orbin est née au début des années 1960 à Boulder City, dans le Nevada. C'était une petite ville de classe moyenne, tranquille, située à moins de 50 km de Las Vegas, un point stratégique dans sa vie. Je dirais que vous allez bientôt comprendre pourquoi. Elle a grandi sans antécédent de traumatisme grave, de violence domestique ou de ces problèmes familiaux que l'on retrouve souvent dans les épisodes de True Crime. Son enfance a été très paisible, stable, semblable à celle de nombreuses jeunes filles américaines de cette époque. Et rien n'indiquait que son nom serait un jour associé ou figurerait dans un épisode de faits divers, encore moins dans l'une des affaires criminelles les plus commentées de l'Arizona. À l'adolescence, Marjorie avait des plans clairs pour sa vie d'adulte. Le plan principal, je dirais, était de se marier, de fonder une famille, d'avoir des enfants, mais elle n'acceptait pas n'importe quoi, d'accord? Les personnes proches ont toujours dit qu'elle, idéalement, recherchait un partenaire parfait. De ceux qui ne sont pas juste ordinaires. On ne voit ça que dans les films. Quelqu'un qui offre du statut, de l'argent, du confort, une vie bien au-dessus de la moyenne. Ce désir-là ne s'est pas limité aux paroles, d'accord? Au fil des années, elle a vraiment cherché ce genre de personne, avec insistance. Mais à 18 ans, son parcours a changé de façon abrupte. Marjorie a reçu un diagnostic médical qui allait tout changer dans ce rapport médical. En apprenant qu'elle ne pouvait pas être mère, cette information a complètement détruit le projet de vie qu'elle avait. Jusqu'alors, la maternité qui était au centre de ses projets est devenue quelque chose d'improbable. À partir de ce moment-là, elle a en quelque sorte abandonné son plan A, n'est-ce pas, qui était de se marier, de vivre avec un homme qui pourrait la soutenir et tout le reste. Et un nouveau plan pour l'avenir, un plan B, commençait à germer en elle. Ce nouveau plan impliquait l'indépendance, l'argent et la visibilité. Depuis son jeune âge, Marjorie montrait déjà un talent artistique. Encore adolescente, elle a commencé à travailler professionnellement comme danseuse et elle ne s'est pas limitée aux spectacles scolaires ou aux événements locaux. Loin de là. Elle a rapidement commencé à fréquenter les grands centres, voyageant à travers plusieurs États américains et aussi à l'étranger. Elle s'est même produite dans des endroits comme Tokyo, Paris, l'Italie, l'Allemagne, en plus de travailler sur des navires de croisière, des salles de spectacle, toutes orientées vers le divertissement pour adultes. Et cette carrière ne s'est pas limitée à la danse. Marjorie cherchait toute opportunité qui pouvait augmenter sa visibilité et ses revenus. Elle a travaillé comme chorégraphe, mannequin, figurante dans des clips vidéo et même dans de petits films. Elle a participé à des calendriers et à des campagnes publicitaires et elle a commencé à fréquenter des lieux où producteurs, hommes d'affaires et artistes circulaient naturellement. Ainsi, en 1990, elle est même apparue dans le film No More Dirty Deals, qui était une production réalisée par un gars nommé Michael J. Peter, un homme d'affaires très riche, vraiment millionnaire, qui était aussi propriétaire de clubs où la jeune fille était déjà passée et s'était produite. L'argent et la liberté sont venus, mais l'instabilité aussi. Le monde du divertissement connaît des périodes de prospérité, mais aussi de creux. Quand le travail se faisait rare, Marjorie se produisait comme danseuse exotique. Si vous voyez ce que je veux dire, dans ces établissements-là, d'après les témoignages, les propositions de travail étaient constantes. Et les pourboires, très généreux, ça valait le coup pour elle. La Vegas, en raison de sa proximité avec Boulder City, est devenue l'un des principaux centres de sa vie professionnelle, entre 20 et 30 ans, pendant qu'elle construisait cette carrière fragmentée et intense. Marjorie investissait aussi beaucoup dans sa vie amoureuse.
toujours à la recherche du partenaire idéal. Elle a fini par se marier 6 fois pendant cette période, mais ce furent des relations courtes, successives et, à ce qu'il semble, insatisfaisantes. Je ne sais pas s'il y a cet élément-là, tu vois, du fait qu'elle ait reçu ce diagnostic à 18 ans, ce qu'elle cherchait vraiment dans ses relations. Alors les amis, si quelqu'un a une idée, dites-le en commentaire. Aucune de ces relations n'a abouti à des enfants, ce qui confirme, tu vois, le diagnostic qu'elle avait vraiment reçu dans sa jeunesse. Tous ses maris, s'ils étaient au courant de ça, je ne sais pas, d'accord? Ils avaient tous un point commun. Ils faisaient tous partie du milieu du divertissement, ils avaient beaucoup d'argent et accès à une vie très confortable. C'était aussi ce qu'elle recherchait. Tu vois, comme le plan B qui est devenu le plan A, tu vois. Certains de ces types étaient un des clients ou des habitués des clubs où Marjorie avait déjà travaillé et était déjà passée. Michael J. Peter, lui-même, tu te souviens, ce producteur du film là-bas, tu vois. Donc, il a fini par s'impliquer sentimentalement avec elle, et pendant un certain temps, il est même devenu le fiancé de la fille. Malgré les unions officielles, la priorité de Marjorie semblait toujours être ailleurs. Voyages, événements, relations avec des personnes influentes et un style de vie vraiment luxueux. Tout cela prenait le pas sur sa stabilité émotionnelle. Ce que je veux dire, c'est que, disons, sa santé mentale passait au second plan, parce qu'elle était obsédée par toutes ces choses-là, n'est-ce pas, qu'elle voulait. Donc à la fin de cette période, elle avait déjà accumulé 6 ex-maris, comme nous l'avons vu, et plusieurs ex-petits amis, sans avoir trouvé ce qu'elle disait apparemment chercher. Et c'est dans ce contexte qu'un homme de son passé est revenu croiser sa route. Il s'appelait. Ils s'étaient rencontrés au début des années 80 dans un club de Las Vegas où Marjorie travaillait temporairement comme danseuse. À l'époque, elle avait 19 ans et Jay en avait déjà 26. Il était un habitué des lieux, connu pour être sociable et généreux. Ce genre de gars qui donne des pourboires, tu vois. Ce jeune homme a toujours montré de l'intérêt pour Marjorie dès les premiers instants là-bas. Il lui offrait beaucoup de choses, tu sais, il lui portait de l'attention. Malgré cela, le contact entre eux n'a pas évolué vers une relation intime. Même après cette première rencontre, la vie a suivi des chemins différents pour eux deux. Pendant environ 10 ans, tandis que Marjorie se mariait puis divorçait, Jay construisait une carrière solide. Il s'est spécialisé dans le commerce d'artefacts amérindiens, s'est mis à négocier des bijoux et a investi dans l'immobilier. Avec le temps, il s'est donc installé à Phoenix, en Arizona, et a atteint un niveau financier assez confortable. Et ainsi, ils allaient se revoir. Ce n'est qu'en 1993 93. quand Jay Orbin est revenu dans la vie de Marjorie. Disons qu'en 1993, il n'était plus seulement ce sympathique habitué d'un club de Las Vegas. Jay était financièrement à l'aise et reconnu sur le marché comme négociant d'art et de bijoux. Il possédait de nombreux biens, fréquentait des personnes influentes et assurait une réelle stabilité financière. Pour Marjorie, ces retrouvailles étaient très différentes de tout ce qu'elle avait connu. Leur relation a vite progressé. Peu de temps après leur retrouvailles, ils se sont mariés lors d'une cérémonie simple. En fait, c'était même plutôt intime, célébré à la Little White Wedding Chapel, là-bas à Las Vegas. Et le mariage a marqué une transition importante dans la vie de Marjorie. Elle a commencé à s'éloigner du rythme intense des spectacles, de tout ce qu'elle faisait. Tu sais, les voyages, les représentations, et elle a commencé à expérimenter une routine plus prévisible, plus confortable. La même, tu vois, dans une maison, un foyer, avec une routine. Après le mariage, le couple a déménagé à Phoenix, en Arizona. Et Jay a encouragé Marjorie à abandonner définitivement les choses qu'elle faisait. Tu sais, l'industrie du divertissement. Et elle a donc commencé à se consacrer à la vie domestique, à aider son mari dans ses affaires. Pour la première fois, alors, l'idée de stabilité semblait se concrétiser. Ils se présentaient comme un couple fonctionnel avec une vie organisée et des projets communs. L'un des plus grands défis de Marjorie, survenu dès sa jeunesse, a refait surface. Mais à l'époque, il s'agissait de la maternité, n'est-ce pas? Son diagnostic pesait encore émotionnellement. Mais maintenant, il y avait suffisamment de ressources financières pour chercher quelques alternatives, et Jay a financé des traitements médicaux considérés comme ultra avancés. À l'époque, il ne ménageait aucune dépense, l'argent ne manquait pas. Alors, après 3 ans d'essai, quelque chose qui semblait auparavant impossible est arrivé.
En 1996, Marjorie est tombée enceinte. Et la naissance de Noah a été considérée par le couple comme un miracle pour Marjorie. Cela représentait un profond changement d'identité. Pour la première fois, elle se sentait pleinement épanouie. Disons que Noah a apporté la 1. Imaginez une scène mentale, vous voyez? Pour faire une analogie ici, les amis, le petit bébé, Noah, est arrivé et a nettoyé toute l'amertume, l'usure émotionnelle, les fissures. Mais bon, continuons. Marjorie a alors assumé avec enthousiasme le rôle de mère, d'épouse et de femme au foyer. Au cours des premières années, la famille semblait très solide. Jay travaillait intensément, Marjorie aidait à la gestion des affaires et la routine tournait autour de l'éducation de leur fils. Pendant cette période, rien n'indiquait, du moins publiquement, que cette structure était sur le point de s'effondrer. Avec le temps, cependant, des signes d'usure sont apparus. La relation entre Jay et Marjorie a commencé à rencontrer des problèmes qui impliquaient à la fois des questions émotionnelles et financières. Malgré des revenus élevés, le niveau de vie exigé par Marjorie était très élevé. Le luxe, les achats fréquents et les dépenses excessives ont commencé à mettre la pression sur les affaires de Jay, qui devait voyager de plus en plus pour satisfaire ses clients. Bref, renégocier, faire tout un tas de choses là-bas. Pour pouvoir maintenir le style de vie de Marjorie, le flux d'argent devait être énorme. En 1998, le couple a donc pris une décision inhabituelle. Ils ont officiellement divorcé, mais uniquement pour des raisons fiscales. Regardez comment ça s'est passé en pratique. Ils ont continué à vivre ensemble, à fonctionner comme une famille normale, oui, et même à se présenter socialement comme mari et femme. C'était juste sur le papier, en fait. Pour les amis et les connaissances, la séparation semblait plus être un détail administratif qu'une véritable rupture, tu vois. Et c'est dans ce contexte que Marjorie a commencé à avoir plusieurs relations extra-conjugales. C'est ce moment où tout part en vrille, tu vois. Mais vous voyez comme les maillons de cette chaîne criminelle sont complexes, n'est-ce pas? Beaucoup plus ancrés, je dirais, dans les questions émotionnelles, ce n'est pas une affaire de cerveau. L'une de ces relations extra-conjugales a fini par attirer l'attention, d'accord? L'homme s'appelait Larry Weisberg, il était chef de production et aussi culturiste. Ce type avait environ 60 ans, ils se sont rencontrés à la salle de sport car Marjorie s'y entraînait aussi. Leur relation s'est intensifiée, si bien que Larry a commencé à fréquenter la maison des Orbin. Bien sûr, c'était quand Jay n'était pas là, n'était pas, il était en voyage d'affaires, c'est ça. Malgré ces tensions, le couple gardait une apparence de normalité devant les autres. Si Jay se doutait déjà de quelque chose, je ne sais pas. Les événements familiaux avaient lieu, les engagements sociaux, tout, ils continuaient leur vie là-bas. Mais le niveau d'usure était déjà très élevé. Jay continuait à voyager fréquemment et Marjorie continuait à gérer la maison et à s'occuper de Noah. Et en août 2004, Noah a eu 8 ans. La fête d'anniversaire a eu lieu le 26 de ce mois-là. Selon les témoignages, tout s'est déroulé normalement. Jay a participé. La famille semblait unie et il n'y avait aucun signe visible de conflit imminent. Quelques semaines plus tard, cependant, quelque chose a complètement échappé au contrôle. Début septembre 2004, Jorbin était en voyage d'affaires en Floride. Son retour à Phoenix n'était pas prévu pour ces jours-là. Regardez bien, les gars. Le voyage a été interrompu de façon inattendue à cause de l'arrivée de l'ouragan Francis. Et il allait frapper la région où il se trouvait. Il a donc décidé d'annuler ses rendez-vous et de rentrer chez lui. Personne ne le savait, c'était un peu une surprise. Ce même jour, sa mère, Joanne Orbin, a appelé son fils. Et l'appel a eu lieu à ce moment-là, justement quand J arrivais à Phoenix. Et ce détail ne prendrait de l'importance que plus tard, d'accord? Au cours de l'enquête, lorsque la police a tenté de reconstituer les derniers mouvements de J, voyez-vous, en rentrant chez lui, J s'est retrouvé dans une situation assez compliquée, je dirais, d'accord? Larry Weisberg, l'homme avec qui Marjorie entretenait une relation extra-conjugale, était là, tranquille, chez le gars mec. J ne s'attendait évidemment à trouver personne d'autre là-bas, à part sa femme et son fils. N'est-ce pas? Noah avait 8 ans, comme on l'a vu, il était à la maison, il dormait là. La rencontre entre les deux hommes, n'est-ce pas? Le mari et l'amant. Ce n'était pas pacifique, il y a eu une violente confrontation entre eux. Ce qui a exactement été dit ou fait dans cette maison à ce moment-là, ne serait clarifié que partiellement plus tard, par des versions, y compris contradictoires et un peu décalées, fragmentées. Ce que l'on sait, c'est que la dispute a impliqué des cris et des coups de feu. J'explique.
Après cet épisode, J. Orme n'a plus jamais été vu vivant. Le 8 septembre 2004, le jour où il fêtait ses 45 ans, J a tout simplement disparu. Aucune célébration n'a eu lieu, aucun contact n'a été établi avec sa mère ou sa sœur, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Il prenait toujours contact avec tout le monde. J était décrit comme un homme responsable, sans vice, bien connu et extrêmement attaché à sa famille, en particulier à son fils. Même ainsi, Marjorie n'a pas signalé la disparition immédiatement. Pendant 2 semaines, elle a dit à des connaissances que J était en voyage d'affaires, ce qui, selon elle, était habituel. C'était vrai, les gens le savaient. La famille de J, en raison de ses particularités que j'ai mentionnées, comme ne pas répondre au téléphone ni envoyer de messages, etc. Il savait que cette déclaration de Marjorie n'était pas très fiable. On ne peut pas imaginer le gars disparaît soudainement, sans prévenir sa mère, sa sœur, sa femme ou son fils. Et en plus, c'était la date de son anniversaire, hein, c'est insolite, le 22 septembre. Donc en 2004, Marjorie a finalement contacté la police. Quand les enquêteurs ont commencé à poser des questions basiques, elle a montré de la résistance. Je dirais qu'elle était évasive, vous savez, en fournissant des informations comme par exemple des détails sur le véhicule. Elle ne donnait pas non plus, là, les réponses à des choses qui pourraient aider à retrouver J. À un certain moment, quand un test au détecteur de mensonges a été suggéré, sa réponse a été brève, directe et nette. Elle a dit qu'il valait mieux appeler un avocat, ce qui a aussitôt suscité une alerte, car pourquoi faire appel à un avocat? Peu après, la police de Phoenix a obtenu un mandat et est entrée chez la famille Orb. À l'intérieur de cette maison, ils ont trouvé les cartes de crédit de J, des chéquiers, des clés, un téléphone portable. Tout ce qui lui appartenait était là. Cela laissait entendre que J avait été dans la maison avant de disparaître. Ce n'est pas s'il était en voyage d'affaires. Il est passé à la maison avant de disparaître pour la dernière fois. Alors, les enquêteurs sont également allés à son entreprise et les employés là-bas ont confirmé qu'il n'était pas venu, n'avait pas pris contact, rien de tout cela. Et cela contredisait l'une des versions de Marjorie à propos des voyages d'affaires, n'est-ce pas? Parce que probablement il aurait dû parler avec un employé, mais rien. Donc même sans scène de crime évidente à ce moment-là, l'histoire qu'elle présentait commençait à attirer beaucoup l'attention, n'est-ce que pas? Alors, environ un mois après la disparition, quelque chose a-t-il changé le cours de cette enquête? Le 23 octobre 2004, un peu plus d'un mois après la disparition de J, une découverte a en quelque sorte changé la donne dans cette affaire. Ici, vous vous souvenez de ce gars qui se promenait près d'une route dans le désert dont je vous ai parlé au début de l'épisode. C'est donc là, au bord de ce désert, au nord de Phoenix. Un homme marchait et a trouvé une grande boîte en plastique. Elle était emballée dans des sacs. Quand il a ouvert ce récipient, il s'est rendu compte que ce n'était pas des déchets, ni n'importe quoi à l'intérieur. À l'intérieur, il y avait un torse humain déjà dans un état avancé de décomposition. La police a été appelée et les premiers examens ont révélé que le corps avait été démembré. Les organes internes et les intestins avaient disparu. L'autopsie n'a pas pu déterminer la cause exacte du décès, mais les experts sont arrivés à 2 conclusions importantes. Le corps avait été congelé avant le démembrement, avant le découpage, et tout cela avait été fait avec une scie électrique. Probablement peu de temps après, des tests ADN ont confirmé que ce torse-là appartenait bien à J. Orbin. Avec cette confirmation, l'affaire a cessé d'être traitée, évidemment, comme une disparition, sans aucune explication. Et maintenant, elle était considérée comme un homicide. Dès lors, tout ce qui semblait étrange chez Marjorie a pris une toute autre importance, n'est-ce pas? Les détectives ont approfondi l'analyse de la maison Orbin et un examen médico-légal détaillé a révélé des traces évidentes de violence. Là, dans le garage de la maison, des traces d'une grande quantité de sang ont été retrouvées. L'endroit avait subi un nettoyage intensif, la surface avait été lavée à l'acide, puis recouverte d'époxy et frottée avec des produits chimiques de nettoyage. Même ainsi, il y avait des traces. En même temps, les enquêteurs ont commencé à suivre les mouvements financiers. Après la disparition de J, Marjorie avait effectué des retraits importants du compte professionnel de son mari, y compris un retrait d'environ 45 000. Cela, très peu de temps après la disparition officielle de J. Elle a également effectué des achats de grande valeur, comme un piano d'environ 12 000 dollars, autrement dit complètement en dehors de la normalité. Ces dépenses, bien sûr, étaient un point qui corroborait les soupçons à son sujet.
Vous ne pensez pas? Et en plus de tout cet argent qui circulait, Marjorie était bénéficiaire d'une police d'assurance vie de G. En additionnant tout cela, ça dépassait 1 million de dollars. Pour les enquêteurs, le gain financier potentiel a commencé à être considéré comme un mobile. Et pendant cette période, l'attitude de Marjorie continuait à susciter la méfiance. Lors d'un appel téléphonique passé par la police pour essayer de fixer un rendez-vous pour un interrogatoire, avec un détecteur de mensonges pour elle, ils ont entendu quelqu'un, une voix masculine. En arrière-plan, tu vois. Là, dans la même pièce, eh bien, un homme parlait, insultait les enquêteurs, leur ordonnait de la fermer. La voix a été identifiée comme étant celle de C'est ça, Larry Wiseman, et ce détail a conduit à une nouvelle piste d'enquête. Peu de temps après, les détectives ont découvert qu'une télécommande du garage de la maison de Marjorie était gardée chez ce Larry, l'amant de Marjorie. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? En pratique, il avait un accès total à la maison de la famille Orb. À ce moment-là, Larry alors a commencé à être considéré comme le petit ami officiel de Marjorie, peut-être aussi suspect, là n'est-ce pas? Avec toutes ces informations réunies, le corps retrouvé, les indices dans la maison, le comportement financier et aussi le comportement social là, les liens avec l'amant, la police a estimé que l'affaire était suffisamment solide pour procéder à une arrestation comme celle-ci. Le 6 décembre 2004, Marjorie Orb a été arrêtée par la police de Phoenix. Elle a été officiellement accusée de meurtre au premier degré de 2 chefs de vol portant sur des montants supérieurs à 100 000 dollars et de 2 chefs d'accusation pour escroquerie. Les procureurs ont exigé sa détention sans vraie possibilité de libération sous caution. Cela signifie que la caution a été fixée à plus d'1 million de dollars, donc elle ne pourrait pas payer et resterait en prison jusqu'à la fin de l'enquête. Mais l'histoire était encore loin d'être terminée, d'accord? Dans les mois suivants, de nouvelles informations sont apparues, certaines venant de la bouche même de Marjorie. Des mois après l'arrestation, Marjorie Orby a de nouveau été interrogée et cette fois, elle a présenté une nouvelle version de ce qui s'était passé. Selon son récit, elle n'aurait pas assisté à la confrontation entre Jay Orb et Larry Weisberg. Vous vous souvenez que Jay, quand il est rentré de voyage, elle l'a surpris chez lui, n'est-ce pas? Eh bien, elle a dit à ce sujet qu'elle avait seulement entendu les deux se disputer, crier et que tout cela venait du garage de la maison. Je vous ai dit qu'il y avait eu un voyage, une réaction pas très bonne entre eux, n'est-ce pas? Eh bien, ensuite, après cela, elle aurait entendu le tir d'une arme à feu. Elle a affirmé qu'elle n'avait pas vu son mari mort et qu'elle ne savait pas ce qui avait été fait après cela, probablement avec son corps. Cette version transférait clairement la responsabilité du crime à Larry, n'est-ce pas? Cependant, pour les enquêteurs, ce récit ne tenait pas face aux preuves recueillies. L'implication de Marjorie dépassait celle de quelqu'un ayant seulement entendu une dispute et restant caché dans la maison. La quantité de sang dans le garage, les signes de nettoyage en profondeur et l'absence de réaction immédiate après la disparition du mari indiquaient une participation directe. Parce que c'est comme ça, n'est-ce pas, les gars? Le mari disparaît et la personne reste tranquille, c'est bizarre, non? D'autres éléments ont commencé à renforcer cette conclusion. C'est ce que pensèrent les enquêteurs. Une codétenue qui était là au moment de l'arrestation, pendant que l'enquête était en cours, cette codétenue a contacté la police. En fait, c'était les gars eux-mêmes à l'intérieur de la prison, n'est-ce pas? Et elle a affirmé que Marjorie avait discuté avec elle et avait fini par avouer le crime. Selon le témoignage, elle a décrit les actions avec beaucoup de détails, assumant la responsabilité de ce qui était arrivé à Géorby. Et ce témoignage a alors été intégré au dossier de preuve de l'accusation. Une amie proche de Marjorie a aussi prévenu la police des menaces qu'elle avait proférées avant le crime. C'est une vraie réaction en chaîne, non? Quand une personne est déjà impliquée, que les choses commencent à se révéler, tout commence à apparaître. Vous savez, alors, selon ce témoin, Marjorie avait dit qu'elle pourrait tirer dans la tête de son mari. À une autre occasion, elle a affirmé qu'elle envelopperait son corps dans une couverture et l'abandonnerait dans le désert. Ces déclarations, faites avant la disparition, ont commencé à être considérées comme des indices clairs d'une préméditation, sur la base de la reconstitution réalisée par les enquêteurs. Voici ce qui se serait passé après les coups de feu, regardez. Le corps a été placé dans le garage de la maison, hors de la vue d'éventuels voisins. Ainsi, personne ne pouvait témoigner de ce qui se passait là-bas, etc. Ensuite, Marjorie a mis le corps dans un congélateur domestique, mais attention, il avait été touché par des tirs et il y avait du sang. Mais il y a eu le dépeçage, n'est-ce pas? Regardez donc la préméditation, le niveau de connaissance de ce qui se passait. Elle savait exactement ce qui se passait. Donc elle congèle le corps, le met dans le congélateur,
puis une fois que le corps est complètement raidi, congelé. Elle utilise la scie électrique pour tout démembrer, voulant éviter plus de sang dans le garage. C'est bien ça? Le lendemain du crime, donc, des images de caméras de sécurité montrent Marjorie dans un magasin en train d'acheter 2 grandes boîtes en plastique, ainsi que divers produits de nettoyage. Les achats ont été effectués avec la carte de crédit de son mari. Mec, l'une de ces boîtes a ensuite été directement liée à l'élimination du corps. Le code barre et le numéro de série correspondaient à la boîte trouvée dans le désert par cette personne de passage. Quant à la deuxième boîte, qui était censée contenir les autres parties du corps, celle-ci n'a jamais été retrouvée. Après l'achat, Marjorie a transporté les parties du corps dans 2 boîtes et les a laissées dans le désert. Seul le torse a été retrouvé, comme nous l'avons vu, aucune autre partie n'a jamais été récupérée. Avec cet ensemble de preuves, donc matérielles, financières, testimoniales, circonstancielles et tout ce que vous voulez ajouter, l'accusation a commencé à traiter l'affaire comme un homicide prémédité, planifié et exécuté avec froideur. Oui, la situation n'était pas bonne pour Marjorie, non. Le procès, cependant, prendrait encore quelques années avant d'arriver à son terme. Le procès de Marjorie Orbin n'a commencé qu'en 2009, presque 5 ans après l'assassinat de Jay. Cet intervalle était le résultat d'une série de stratégies juridiques adoptées par la défense, qui a réussi à reporter le procès à plusieurs reprises. Lorsque le procès a finalement commencé, il s'est étendu sur 8 mois, une période considérée comme très longue pour une affaire complexe d'homicide. Durant le procès, le ministère public a présenté de solides preuves, comme je vous l'ai déjà mentionné, sans les détailler. Les mouvements financiers, tout le comportement de Marjorie, les preuves médico-légales elles-mêmes, tout. Les procureurs ont également souligné les traces de sang retrouvées dans le garage de la résidence, ainsi que les tentatives de nettoyage. Toute cette histoire de congeler pour éviter le saignement, non? Le témoignage de la codétenue, qui a rapporté les aveux de Marjorie, ainsi que la déposition de l'ami, qui a entendu des menaces avant le crime, ont renforcé la thèse de la préméditation. La défense a tenté de soulever des doutes sur l'auteur direct, suggérant la possibilité que Larry Weisberg, l'amant, ait été responsable des coups de feu. Cependant, même cette ligne de défense n'écartait pas la participation active de Marjorie dans la dissimulation du corps, le démembrement et l'abandon des restes mortels. Des éléments qui ont pesé de façon décisive pour le jury. Ainsi, le 1er octobre 2009, le verdict a été annoncé. Marjorie Orbin a été reconnue coupable de meurtre au premier degré. De plus, elle a été condamnée pour vol de plus de 100 000 $ et pour les stratagèmes frauduleux liés à l'utilisation des comptes et des cartes de J. Orbin. Le mari qu'elle a tué ensuite, elle a continué à utiliser l'argent du gars. Mec, c'est bizarre, non? Après la phase de détermination de la culpabilité, le procès est passé à une deuxième étape, destinée à décider de la peine. Le jury a examiné si Marjorie devait recevoir la peine de mort. Alors possible. Le débat intense a porté sur des facteurs aggravants et des circonstances atténuantes. Finalement, le jury a refusé d'appliquer la peine capitale. L'impact a été l'un des facteurs pris en compte. La répercussion que cela aurait sur Noah, le petit garçon du couple, qui était encore enfant à l'époque des faits. Imaginez le père assassiné par la mère et la mère condamnée à la peine de mort. C'est un traumatisme psychologique total pour l'enfant, non? Face à cette décision, le jury a donc condamné Marjorie à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. En pratique, elle va mourir en prison. L'affaire a eu un grand retentissement aux États-Unis, faisant la une des journaux, des émissions et des séries d'enquêtes. Elle a aussi été relatée dans des livres. En 2010, pour vous donner une idée, l'auteur Camille Kimball a publié l'ouvrage Ce qu'elle a toujours voulu. L'année suivante, en mai 2011, la journaliste Shanna Hogan a publié Dansa avec la mort, qui approfondissait tous les détails de cette affaire. En résumé, Marjorie Orman, comme je l'ai dit, va mourir en prison. Mais si quelqu'un veut lui écrire, peut-être pour connaître ses raisons et le faire de manière traditionnelle, avec une petite lettre, du papier, un stylo, mets l'adresse à l'écran pour tout le monde, s'il te plaît, monteur. C'est bizarre, non? Et d'ailleurs, ce qui est aussi bizarre, c'est que, j'en doute pas, il y a plein de gens qui écriraient une petite lettre, tu sais? C'est étrange aussi, tu vois, car les gens tombent amoureux, non? Dans son cas, il y avait toute cette histoire. Après le diagnostic, elle était détruite émotionnellement et a voulu tout miser sur l'argent, voulant devenir indépendante. Ensuite, elle s'est mariée 6 fois, puis finalement, elle a trouvé un gars. Apparemment celui dont elle est vraiment tombée amoureuse. Et tout ça, ils ont eu des enfants. La vie suivait son cours tranquillement, tu vois. Puis elle perd l'amour comme ça, d'un coup elle tombe amoureuse de quelqu'un d'autre. Comme ça, soudainement,
Et là, elle veut tout simplement éliminer l'autre, en le tuant. Demander le divorce est plus simple, mais le souci, c'est la question de la police d'assurance. En fait, l'argent a toujours été au sommet de la pyramide dans cette équation psychologique et complexe. Du moins, c'est ce que je pense, mais je veux connaître votre avis ici. Dites-le moi dans les commentaires. Je vous remercie énormément pour votre compagnie. Un bisou du roux et à la prochaine épisode.